Alors bonjour, donc je m'appelle Nils Weber, je suis psychologue et psychothérapeute et je me suis spécialisé dans l'hyperconnectivité, c'est-à-dire que je travaille principalement avec des gens qui ont des difficultés à sortir des jeux vidéo, des réseaux sociaux, des séries, Netflix, YouTube, etc. Et je me sers de ces deux outils numériques en thérapie. Donc on m'a demandé de vous expliquer un petit peu ce que je fais et puis en fait, en gros, quels sont les concepts de l'hyperconnectivité, puisque aujourd'hui, on va entendre un peu tout et n'importe quoi sur ces pseudo-questions d'addiction, de cyberaddiction, et vous allez voir qu'en fait, c'est un peu plus complexe que juste une simple addiction. Et moi, c'est pour ça que je propose de parler plutôt d'hyperconnectivité que d'addiction. Mais on va voir ça en détail. Donc, moi je travaille à Lausanne, j'ai grandi ici à Neuchâtel, parce que j'ai migré pour mes études à Lausanne, et puis je suis resté là-bas pour travailler. On a ouvert maintenant un cabinet dans lequel on travaille sur toutes les sortes de thématiques familiales, et moi justement je suis spécialisé sur ces questions d'hyperconnectivité. Je vais essayer de garder un moment pour les questions à la fin, mais si vous avez des questions aussi après coup, n'hésitez pas à me contacter, je vous ai mis mon adresse mail ici. Et puis, vu qu'on est dans la question du numérique, je vous ai aussi mis les différents comptes et adresses Twitter et sites web sur lesquels vous pouvez interagir avec moi, si jamais vous avez d'autres questions. Juste pour info, les deux sites qui sont là, Semper Ludo, c'est un site sur lequel on écrit des critiques de jeux vidéo, et dans lequel j'essaie de faire des liens entre ce qui se passe dans les jeux et puis certains concepts de psychologie. Dernièrement, j'ai par exemple écrit un article sur l'arbre généalogique de Lara Croft, pour voir de quelle manière ce qui se passe dans sa famille a un impact sur la manière dont on joue dans ces jeux-là. Et puis, troisième lien, c'est Gaming Federation, qui est une association dont je fais partie, qui a pour but la promotion de la culture du jeu vidéo en Suisse, c'est-à-dire d'amener les gens aussi à réfléchir, notamment les jeunes joueurs, à réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'on est joueur aujourd'hui. On est aussi là pour être en contact avec les parents qui ont des questions, notamment pour les sensibiliser aussi au fait de s'intéresser à ce que font leurs enfants dans les jeux. Alors, je n'ai pas pensé à vérifier si le son fonctionnait, je vais vérifier. Ok. Quand je montre ça, le but c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui ces personnages-là sont devenus des emblèmes. Je suis sûr que la plupart d'entre vous les connaissez, ou en tout cas, quand vous les voyez, vous savez qu'on va parler de jeux vidéo. Aujourd'hui, pour moi, je fais ce genre d'intervention dans des tas de contextes différents. Ça peut être dans des écoles, ça peut être auprès d'associations de parents d'élèves, de personnel dans des foyers, dans des maisons de quartier, dans des crèches, auprès d'autres psychologues, des médecins, etc. On a une immense demande actuellement sur ces questions d'hyperconnectivité. Donc on est en plein dans une thématique d'actualité, et chaque fois que je montre ces personnages, l'idée c'est de faire passer le message qu'aujourd'hui, ces personnages-là sont devenus des icônes, sont devenus des emblèmes. En les voyant, on identifie qu'on va parler de jeux vidéo. De la même manière que si je vous montre des images d'acteurs ou d'actrices, vous allez savoir qu'on parle de films, par exemple. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de se rendre compte que si aujourd'hui on admet qu'il y a une culture du jeu vidéo, on doit être aussi capable de critiquer cette culture, aussi être capable de formuler un esprit critique. Et pour moi, c'est globalement ce qui manque, notamment chez beaucoup de jeunes joueurs, qui jouent sans trop se poser de questions. C'est-à-dire qu'on joue au jeu auquel jouent les copains, et puis on ne réfléchit pas tellement pourquoi on joue et de quelle manière on joue. À travers les différentes interventions que je donne, un des objectifs, c'est justement de sensibiliser ces joueurs à comment on analyse ce qui se passe dans un jeu. Parce que plus on sera capable de comprendre les mécanismes, que ce soit un jeu vidéo ou un réseau social, de comprendre ce qu'on a sur son écran va nous permettre aussi de prendre du recul sur nos propres pratiques et voir à partir de quand ça devient vraiment problématique. Pour moi, le critère quand on dit problématique, c'est dès le moment où le temps qu'on a passé sur un jeu ou sur les réseaux sociaux, c'est du temps qu'on aurait dû consacrer à autre chose. La question qu'on va me poser à chaque fois, c'est à partir de quand on va dire que c'est problématique. Et là, je suis bien embêté pour répondre,
Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas une quantité de temps où on va dire à partir de là, c'est problématique. Si vous travaillez dans l'informatique, vous êtes bien placé pour savoir que vous allez passer une bonne partie de votre journée devant un écran. Est-ce qu'à ce moment-là, on devrait dire que vous n'avez pas le droit de regarder Netflix en rentrant parce que vous êtes de nouveau devant un écran? Ça n'aurait aucun sens. Ce qui est beaucoup plus pertinent, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait sur l'écran, de quelle manière on se sert de cet outil, de quelle manière on l'utilise et quel investissement on y met en fait. Donc avec moi je vais travailler avec des gens qui soit avec des enfants, soit avec des ados, soit avec des adultes, puisqu'on voit que cette thématique va concerner tout type de population. Mais la plupart du temps, c'est des parents qui me contactent en disant qu'ils sont inquiets pour leurs enfants et qu'ils auraient besoin d'aide. Donc les adolescents vont représenter la plus grande part de ma patientèle, mais en fin de compte, on voit que ça concerne un peu près tout le monde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je reçois de plus en plus de demandes de la part de crèches, et on a par exemple le personnel des crèches qui s'inquiète de voir des enfants très jeunes arriver et qui n'arrivent pas à socialiser, avec les autres enfants qui ne savent pas jouer parce qu'il n'y a pas d'écran. Et là, on ne va pas blâmer ces enfants d'être trop sur les écrans. Il y a clairement un travail à faire avec les parents. Donc la majeure partie de mon travail va concerner les parents. Et sans être alarmiste, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, ces très jeunes enfants qui arrivent dans les crèches, qui ne savent pas jouer, qui ne savent pas interagir avec les autres enfants, c'est simplement des enfants qui sont sous-stimulés. C'est-à-dire que c'est des enfants à qui on a fourni uniquement comme stimulation des téléphones, des tablettes. Et on sait que les enfants, pour pouvoir se développer correctement, ont besoin de toucher des choses différentes, de toucher des textures différentes, de tester différents types de réactions. Et face à un écran, face à une tablette, par exemple, la réaction va toujours être la même. Le type d'interaction est toujours la même. Donc très souvent, il y a des parents qui sont enthousiasmés de voir que leurs enfants à 2 ou 3 ans savent déjà, entre guillemets, utiliser des tablettes. Pour moi, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'un enfant de 2 ou 3 ans ne sait pas utiliser une tablette. Ce qu'il sait faire, c'est imiter un adulte à côté de lui qui a fait ça. Et puis, au magie, ça réagit de manière intuitive. C'est-à-dire que quand on appuie dessus, ça fait du bruit, ça fait de la lumière. Fondamentalement, c'est exactement le même principe qu'un tapis d'éveil qu'on donne aux tout petits, où ça fait de la lumière quand on appuie dessus. Donc, quand on est impressionné qu'un enfant sache déjà utiliser une tablette, en fait, il faut se rappeler que les technologies numériques tactiles sont la plupart du temps des technologies très intuitives. Donc des enfants très jeunes sont capables de les utiliser. Par contre, pour des parents qui n'ont pas forcément grandi avec, qui ont dû apprendre à les utiliser, bah, ça leur semble incroyable que leurs enfants de 2 ou 3 ans y arrivent déjà. Donc non, un enfant à 2 ou 3 ans ne sait pas utiliser une tablette, il sait imiter les parents, et il n'a aucun recul ni esprit critique sur ce qu'il est en train de faire. Ce qui est normal vu que c'est un enfant. On ne va pas lui demander non plus de naître avec des capacités cognitives d'un adulte. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir vraiment travailler sur cette question d'accompagnement. Pour moi, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a un double message qui est complètement schizophrénique. D'un côté, vous avez peut-être entendu l'année passée l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui a officialisé un diagnostic d'addiction aux jeux vidéo. Il n'est pas encore en vigueur, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de diagnostic médical qui parle d'addiction aux jeux vidéo. Et là, d'un coup, l'OMS nous décide d'inscrire ça dans la classification des maladies. En fait, c'est une espèce de gros dictionnaire qui s'appelle la classification internationale des maladies, dans lequel on va retrouver l'ensemble des maladies que l'humain peut contracter. Ça va de la grippe au sida, en passant par les addictions comportementales, donc toutes les maladies psychiatriques aussi. Donc d'un côté, l'OMS nous dit, alors attention, jouer aux jeux vidéo c'est dangereux, ça peut créer de l'addiction, surtout ne jouez pas trop. Et en même temps, on a l'autre message qui vient cette fois du FNS, dans leur magazine Horizon. Ils ont fait tout un dossier, c'est à peu près la même période, tout un dossier sur comment les jeux vidéo sont bons pour la santé. Donc les parents que moi je rencontre sont complètement largués, parce que d'un côté on leur dit il ne faut pas trop jouer, puis de l'autre côté on leur dit si allez-y, jouer c'est bien. Surtout qu'ici on vous dit voilà, le jeu vidéo est un atout pour l'embauche, et du coup les parents ne savent plus s'ils doivent laisser leurs enfants jouer ou pas. Donc il y a clairement un gros boulot d'éducation à faire auprès des parents, de sensibilisation, mais aussi de responsabilisation des plus jeunes. Ça vient progressivement. Moi ce que je propose c'est de trouver un entre-deux, c'est-à-dire de ne pas être trop dans la diabolisation de prôner l'addiction, parce que je ne suis pas d'accord avec ce principe-là, mais de l'autre côté, ne pas non plus être trop positif et de ne pas imaginer qu'on va créer une génération de génies en leur collant des tablettes dans les mains à partir de 2 ou 3 ans. On doit pouvoir trouver un entre-deux en se disant, bah oui, aujourd'hui, les écrans sont omniprésents, Internet est omniprésent, et
Et du coup, on doit pouvoir accompagner les plus jeunes dans cet apprentissage-là. Ne pas oublier que nous, en tant qu'adultes, on n'est pas du tout sensible de la même manière que les plus jeunes face à ces écrans. Donc, en même moment, d'ailleurs, il y a aussi le Conseil fédéral qui édite un rapport disant que la Confédération soutient le développement du jeu vidéo en Suisse. Donc, le Conseil fédéral reconnaît le pouvoir culturel du jeu vidéo. Donc, en même temps, on dit aussi, non, oui, c'est une pratique, donc du coup, on va la soutenir. Donc, on voit qu'on est dans quelque chose de complètement schizophrène. En fait, mon point de vue, et heureusement, je ne suis pas le seul à avoir cette idée, c'est que poser une classification d'addiction, c'est de poser un diagnostic médical d'addiction, c'est aller à contre-courant de tout ce qui se fait depuis ces 10 dernières années. En fait, ce qu'on devrait pouvoir comprendre, c'est que quelqu'un qui investit les écrans, les espaces numériques de manière intensive, voire excessive, c'est pas quelqu'un qui est malade, c'est pas quelqu'un qui a une maladie, c'est quelqu'un qui est en souffrance. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que pour moi, les patients avec lesquels je travaille sont des gens qui sont en souffrance et qui sont en train d'exprimer un mal-être à travers la pratique, par exemple, des jeux vidéo. Et ça, en posant un diagnostic de cette manière-là, on colle une étiquette sur ces gens en disant ben voilà, tu es malade et maintenant il faut. Enfin, voilà, on est catégorisé en tant que malade. Pour moi, il y a deux problèmes majeurs dans ce diagnostic. Le premier, c'est que on va avoir des réactions très émotionnelles de la part du grand public. D'ailleurs, ça a été le cas. Dès que les médias ont commencé à parler de ça, la même semaine, j'ai reçu une dizaine de coups de fil de parents qui m'ont dit « Alors c'est bon, on a compris que le jeu vidéo, c'est comme la cocaïne, donc maintenant, il faut que vous disiez à nos enfants d'arrêter de jouer. » C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même mécanisme, ça ne fonctionne pas de la même manière. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une incursion pharmaceutique et que dans 6 mois, on sorte la pilule miracle qui fait arrêter de jouer aux jeux vidéo. Je caricature un petit peu, mais on sait qu'on n'est pas à l'abri de certaines surprises de ce côté-là. Donc mon travail, ça va être d'identifier à quel moment ça devient problématique, et pour moi, je vous dis, c'est le moment où on a une personne qui est en souffrance. Que ce soit le joueur lui-même qui dit, là il y a un truc qui ne joue pas, j'aurais besoin d'un coup de main, je sens que j'arrive plus à m'arrêter tout seul, mais ça c'est assez rare. Ou alors, la plupart du temps, c'est plutôt les parents qui vont dire, ben, nous, enfin l'entourage, c'est-à-dire les parents, les conjoints, les amis, on en a un peu marre, on ne sait plus quoi faire, on a tout essayé, et là, on aurait besoin d'un coup de main. Donc, ce que je vais faire principalement, c'est questionner d'abord ce qui se passe à l'école. Parce que l'échec scolaire, c'est la raison numéro 1 pour laquelle les parents vont me contacter. C'est le signal d'alarme numéro 1 pour qu'on s'inquiète. C'est généralement le profil type des gens avec qui je travaille, c'est des élèves qui n'ont pas eu trop de difficultés à l'école, ça s'est plutôt bien passé, ils n'ont pas eu besoin de trop travailler, ils ont fait juste un peu le strict minimum et puis ça s'est bien passé. Puis tout d'un coup, en arrivant à la fin de l'école secondaire, début gymnase, début lycée, là tout d'un coup, il faut commencer à bosser différemment, on demande d'apprendre différemment, et tout d'un coup, il faut faire un effort, et là, cet effort, on n'a plus trop envie de le faire. Donc, ça, c'est le signal d'alarme numéro 1, et forcément, on peut réfléchir ça de manière circulaire, c'est-à-dire que oui, tout le temps que je passe sur un écran, c'est du temps que je ne passe pas à faire autre chose. Donc mathématiquement, si je suis sur un jeu vidéo, je ne peux pas travailler pour l'école, je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Donc oui, d'un côté, investir les écrans de manière excessive peut entraîner un échec scolaire, ça c'est clair. Mais il ne faut pas oublier l'inverse. Là, on va toucher le cœur du problème. C'est-à-dire que si on a un enfant ou un ado, ou même un adulte, ça marche de la même manière plus tard, si on a un enfant ou un ado qui à l'école ne se sent pas valorisé, qui fait que des mauvaises notes, qu'il a du mal à se faire des copains, il a du mal à comprendre ce qu'on attend de lui, peut-être qu'il ne s'épanouit pas dans d'autres activités, peut-être qu'un contexte familial compliqué, etc. Toutes ces raisons-là vont créer une situation dans laquelle cet enfant va être en manque de reconnaissance et en manque de valorisation. Et du coup, cette valorisation, il va la recevoir de manière exponentielle sur les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Et ça, c'est hyper important. Cette question de valorisation, en fait, elle est au centre de toute la thématique. Mon boulot, c'est vraiment d'essayer de trouver ce que les joueurs sont en train de chercher dans un jeu pour pouvoir leur proposer d'autres alternatives. De pouvoir dire, ben, ok, c'est ça qui marche chez vous, ok, donc on va essayer de trouver autre chose. Mais pour faire ça, il faut aller creuser ce que font les gens sur leurs écrans. Il ne faut pas juste dire, il est trop sur son écran, parce que là, on n'a encore rien dit. Moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est du jeu vidéo, est-ce que c'est des réseaux sociaux? Si c'est des jeux vidéo, c'est quel type de jeu? De quelle manière? Avec qui? Est-ce que ça se joue tout seul ou en ligne?
quel genre de rôle il prend dans le jeu, etc. Et en découpant cette activité-là, on arrive à identifier ce que le joueur est en train de chercher. Et probablement, on va avoir des enfants aujourd'hui qui préféreraient nettement que le programme scolaire soit comme celui d'Harry Potter, où on fait des potions magiques et du vol en balai, ça a l'air assez sympa. Ben, malheureusement, aujourd'hui, on est encore avec français, allemand, maths, ici en Suisse. Donc, il faut pouvoir aussi comprendre pourquoi tout d'un coup, on a des élèves qui décrochent, qui ne s'intéressent plus à ces branches-là, et qui, par contre, investissent le jeu à fond. Ça ne veut pas forcément dire que c'est plus facile. Ça, je l'entends souvent, c'est plus facile de faire des efforts dans un jeu que de faire des efforts à l'école. Pas nécessairement, parce que les joueurs qui sont vraiment dans une forme d'excès, généralement, c'est des joueurs qui sont assez bons. Et on sait que pour être bon dans un jeu, il faut un effort. Pour être bon sur les réseaux sociaux ou être bon sur YouTube, il ne suffit pas juste de publier des trucs, il faut des efforts de création, de conceptualisation, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir dans quelle balance on se trouve. Qu'est-ce qui va mal dans le quotidien et qu'est-ce qui va de super bien dans le numérique. De voir, quand je dis qu'est-ce qui est positif dans le numérique, c'est pas de dire super, allez-y, continuez, faites ça sans limite, c'est positif. C'est plutôt de dire que le jeu, à ce moment-là, apporte quelque chose aux joueurs qu'ils n'arrivent pas à trouver ailleurs. Donc, moi j'ai besoin de savoir ce que c'est que ce quelque chose. Cette idée, elle est hyper bien résumée dans le film Ready Player One, ou dans le livre, qui est mieux d'ailleurs, je vous recommande le livre. Dans le livre et dans le film, il y a une phrase qui revient souvent qui dit, donc juste pour remettre dans le contexte, c'est un film dans lequel dans le futur la planète a été un peu ravagée et il y a une réalité alternative qui a été construite via un casque de réalité virtuelle. Et il y a une phrase qui revient tout le temps qui dit vous êtes venu pour fuir quelque chose et vous êtes resté parce que vous avez trouvé quelque chose. Et en fait, cette phrase toute bête, elle résume hyper bien ce qui se passe dans la thérapie chez moi. C'est que ces gens-là investissent le jeu parce qu'ils fuient quelque chose, scolaire, professionnel, social, peu importe. Ils fuient quelque chose et ils restent dans le jeu parce que le jeu leur apporte quelque chose. Et moi, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que ce quelque chose. Donc pour ça, j'ai besoin de passer le jeu ou le réseau social au microscope, de l'analyser et de comprendre en fait qu'est-ce que sont en train de chercher ces utilisateurs-là. La deuxième question qui revient très souvent, c'est celle de l'isolement, où on sait qu'aujourd'hui, c'est une question un peu ambiguë parce qu'on sait très bien que quand on joue, notamment en ligne, on n'est jamais isolé. Les ados qui soi-disant s'enferment dans leur chambre et que leurs parents disent « Ah, il n'a plus de relations », ben, c'est pas vrai. On sait très bien qu'ils ont des tas de relations en ligne, mais du coup, on doit pouvoir comprendre ces relations-là. On doit pouvoir leur proposer des alternatives aussi en validant que ces relations numériques ont une importance pour eux, mais on doit pouvoir les accompagner dans d'autres relations. C'est-à-dire d'éviter que les relations numériques soient la seule manière d'interagir. Juste pour illustrer ça, j'ai pris cette image du film Les Mondes de Ralph, qui est un film de Disney dont Ralph, le personnage principal ici, est un méchant de jeu vidéo. Dans le film, à la fin de la journée, quand le jeu s'arrête, les gentils vont faire la fête et les méchants n'ont pas le droit de venir, parce qu'on sait bien qu'il ne faut pas mélanger les gentils et les méchants, ça ne se fait pas. Et Ralph ici fait une thérapie de groupe avec les autres méchants qui vont lui dire « mais tu as été programmé pour être méchant, sois fier de qui tu es, essaye pas de changer, essaye pas de devenir gentil ». Donc on a une situation dans laquelle ni les gentils ni les méchants ne font l'effort de comprendre pourquoi Ralph se retrouve tout seul. Et ça m'intéresse parce que c'est un message qui est très intéressant à faire passer quand je vais dans les écoles. Parce que quand je vais dans les écoles, auprès notamment des enfants et des ados, ils vont dire « oui monsieur, on sait, il ne faut pas trop jouer, on nous a déjà dit, c'est bon, on gère ». Ok, très bien, alors vous gérez, parfait. Mais par contre, peut-être vous connaissez quelqu'un qui ne gère pas. C'est-à-dire peut-être vous connaissez quelqu'un qui ne vient plus en cours, qui ne bosse plus, qui ne sort plus, qui ne répond pas quand vous essayez de l'appeler, mais par contre, qui est tout le temps connecté quand vous vous connectez. Quand vous lancez une partie de Fortnite, il est là, et puis quand tout le monde dit « bon, bah, c'est l'heure d'aller se coucher », c'est le seul qui dit « ah, moi je reste ». Et là, l'idée, c'est de sensibiliser ces jeunes joueurs-là pour dire qu'ils ont une responsabilité. En fait, on a tous une responsabilité en tant que co-utilisateurs de ces technologies, et on peut les responsabiliser très tôt en disant bah, vous êtes aussi responsable des gens avec qui vous jouez. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui ne sort plus, qui ne répond plus, etc., mais qui est toujours connecté, ben vous avez la responsabilité d'aller alerter les parents, les profs, les médiateurs scolaires, etc. L'idée, c'est de voir comment on peut faire quelque chose ensemble, comment on peut utiliser ce qui se passe de manière numérique sur les écrans pour créer du lien aussi à côté.
Rapidement, je ne vais pas vous faire un cours de game design, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, mais par contre, analyser le game design, pour moi, c'est extrêmement intéressant. Généralement, quand je fais ce genre d'intervention auprès de parents, je demande toujours s'il y a quelqu'un qui n'a jamais joué à Super Mario dans la salle et qui est d'accord de venir essayer. En fait, ce qui se passe de manière évidente à chaque fois, c'est que je ne donne pas d'indication, je laisse les gens découvrir le jeu, et par eux-mêmes, les gens commencent par partir à droite. Parce qu'il y a plein d'indices visuels qui vous disent qu'il faut plutôt aller à droite, et puis en plus c'est devenu un code assez reconnu dans la culture du jeu, qu'on sait que Mario, ou les jeux de plateforme en 2D, on part toujours vers la droite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens partent vers la droite, et dès le premier ennemi, il lui fonce dedans. Parce qu'il n'y a aucune information qui vous dit à ce moment-là que cet ennemi, il faut l'éviter. Il n'y a rien qui vous dit, attention, ça c'est méchant, il faut faire attention. Alors à ce moment-là, soit le but du jeu c'est d'aller de là à là et c'est pas très marrant, ou alors il y a autre chose à faire. Et généralement là les gens recommencent, et puis ils essaient l'autre bouton, ils constatent qu'il y en a un qui permet de sauter, et ils combinent les deux informations, c'est-à-dire se déplacer et sauter, et le deuxième essai est concluant. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle l'analyse du game design et l'analyse de ce qui se passe dans un jeu est très intéressante pour comprendre ce qu'un joueur recherche. Rappelez-vous le gamin dont je vous parle qui est en manque de valorisation à l'école, qui fait que des mauvaises notes, qui n'arrive pas à se sentir valorisé. Ici, par ce qu'on appelle un apprentissage par essai-erreur, il va se sentir valorisé. C'est une autoroute à valorisation, puisque ici dans le jeu, il va être constamment récompensé et valorisé. L'apprentissage par essai-erreur, c'est l'idée que c'est votre erreur qui vous permet de comprendre ce qu'il faut faire. Ici, c'est votre erreur, même si elle est frustrante, se prendre le premier Goomba en pleine tête, même si cette erreur est frustrante, elle vous permet d'éliminer une hypothèse. L'hypothèse première était il faut aller de gauche à droite. Donc, vous éliminez l'hypothèse, ça ne suffit pas, il faut ajouter quelque chose, vous ajoutez quelque chose et vous triomphez. Et là, ce qui est hyper drôle, c'est que tous les gens avec qui je fais cette expérience commencent par me dire, vous savez, moi les jeux vidéo, je déteste ça, ça m'énerve. Et dès qu'ils ont réussi ça, dès qu'ils ont réussi ce premier passage-là, ils me disent tous, j'ai envie de savoir ce qu'il y a après. Ils me disent tous, ça m'a donné envie d'aller voir ce qu'il y a après. Et ça, c'est intéressant, parce que ça montre bien comment le cerveau se sent valorisé par pas grand-chose. Le cerveau, c'est une machine qui est complexe, mais qui n'est pas hyper maligne, et qui n'a pas besoin de beaucoup d'informations pour se sentir reconnu et valorisé. Et là, il suffit de quelques pixels, de quelques sons, de quelques animations, pour que le cerveau se dise « Hey, j'ai réussi, et si je continue de voir ?» Et le premier niveau de Super Mario est très connu pour ça, parce que ici, en 30 secondes, vous avez acquis toutes les compétences nécessaires pour terminer l'ensemble du jeu. Alors après, ça devient plus difficile, bien sûr, mais les compétences de base, vous les avez ici acquises en 30 secondes. Et tous les gens qui font cette expérience terminent plus ou moins le premier niveau, et quand ils arrivent au bout du premier niveau, là, ils posent la manette, ils se souviennent qu'en fait, les jeux vidéo, ils n'aiment pas ça, et puis ils disent, c'est bon, maintenant j'arrête. Mais on voit très bien, en fait, comment ça fonctionne même sur des gens qui n'aiment pas ça. Le fait de se sentir, d'accomplir une petite victoire ici, suffit à ce que le cerveau dise « Eh, bien joué ». Cet apprentissage par essai-erreur, c'est quelque chose dont les enfants font l'expérience très tôt. C'est-à-dire qu'ils observent les parents faire différentes choses et ils essaient de les refaire jusqu'à ce que ça marche. Il y a un exemple qui est très connu, c'est celui des formes en bois, où on essaie de mettre le rond dans le carré, ça ne marche pas, le rond dans le triangle, ça ne marche pas, le rond dans le rond, ça passe. Les parents, ils font quoi quand les enfants arrivent à mettre le rond dans le rond? Bravo, on le félicite, on est hyper fiers. Alors que fondamentalement, l'enfant, il s'en fiche complètement. D'avoir mis le rond dans le rond, ça ne change pas sa vie. S'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas eu une meilleure journée. Par contre, ce qu'il observe, c'est que quand il met le rond dans le rond, ça déclenche une réaction chez papa ou maman. Donc, visiblement, cette action, elle est bien, il va falloir que je la refasse. Parce que j'ai envie de faire plaisir à mes parents, j'ai envie de cette interaction-là. Et là, c'est exactement ce qui se passe dans les jeux vidéo. Même les jeux beaucoup plus complexes que ça aujourd'hui fonctionnent toujours sur ce principe d'apprentissage par essai-erreur. On essaye un truc, ça ne marche pas, on réessaye. Le problème, c'est que pour les enfants, cet apprentissage-là, quand ils arrivent à l'école, ça ne marche plus. Parce qu'à l'école, on fait faux dans un travail écrit, on n'apprend pas de son erreur. Ce qu'on apprend, c'est qu'on va devoir mieux bosser le prochain travail pour rattraper la mauvaise note. Ici, rappelez-vous que l'erreur, elle est valorisante. Même si elle est frustrante, elle reste valorisante. Et cette question de la valorisation, elle va revenir tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui est central dans cette approche. En fait, ce qu'on aimerait atteindre, idéalement, je réfléchis juste... Ouais, ok, parfait.
Ce qu'on aimerait atteindre, idéalement, c'est une situation semblable à celle-là. Je vais vous montrer un exemple. Pour vous montrer ce que je cherche à atteindre, je prends l'exemple du film Billy Elliot. Dans le film Billy Elliot, on a Billy, ici, qui est un ado, qui veut faire de la danse classique. Son père ne veut pas qu'il fasse de la danse classique, veut qu'il fasse de la boxe. La boxe, c'est un truc de bonhomme, alors du coup, il aimerait qu'il fasse de la boxe. Il y a une scène dans le film où Billy se fait choper par son père alors qu'il est en train de s'entraîner. Là, il y a deux possibilités. Soit Billy décide que mince, je me suis fait griller, donc je pars en courant. Ou alors, je profite de l'occasion pour montrer à mon père ce que je sais faire. Tiens, j'ai enfin l'occasion de montrer à mon père de quoi je suis capable. Je vous montre la scène et puis je vous explique après pourquoi ça m'intéresse. Ça, c'est exactement ce qui se passe en thérapie quand je reçois des familles. C'est-à-dire qu'on a des ados qui investissent à fond un domaine comme les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, qui sont des domaines dans lesquels les parents ne peuvent pas les valoriser, ne peuvent pas reconnaître ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'eux-mêmes n'ont pas les codes de ce qui se passe sur l'écran. Et c'est exactement ce qui se passe là, c'est que le père ici n'a pas les codes de la musique classique, du ballet, de la danse classique, et il n'a même pas les codes de comment on élève un adolescent, c'est assez normal. Donc le père, ce qu'il fait, c'est « je comprends rien, je pars ». Sa réaction, elle est assez compréhensible, elle est dure, mais elle est compréhensible. Donc, ici, on se dit, Billy se dit « je vais lui montrer ce que je sais faire, c'est l'occasion jamais, je vais pouvoir lui montrer qu'il peut être fier de moi », mais le père ne peut absolument pas quittancer ça, parce qu'il n'a aucun moyen de comprendre ce qui vient de se passer. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans les thérapies chez moi. Moi, je me sers justement de ces jeux je demande aux ados et aux enfants qui vont maintenant joue et explique-nous ce que tu fais et montre-nous ce que tu fais. Et les enfants et les ados, ils vont sourire juste derrière les oreilles parce qu'ils sont hyper contents de pouvoir montrer pour une fois ce qu'ils font. Et exemple typique, j'ai un enfant qui a 12 ans à peu près, lui, il joue beaucoup à Minecraft, du coup, il se lance dans une construction, en 2 temps 3 mouvements, il a érigé une structure, il a mis en place une installation électrique, etc. C'est assez impressionnant ce qu'il arrive à faire en très peu de temps. Et après 2 minutes seulement, il y a le papa à côté qui commence à regarder sa montre, qui soupire, et première réaction qu'il dit, il lui dit c'est quand même hyper violent. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est hyper violent dans Minecraft? Il n'y a rien qui est violent. Simplement, pour le père, il y a tellement rien sur lequel il peut s'accrocher que pour lui, il va dire non, mais ça n'a aucune valeur. Alors, l'idée, c'est d'arriver dans une situation où on peut faire qu'on ait un ado, par exemple, qui fait top 10 sur Fortnite, et puis qui puisse aller dire à ses parents « j'ai fait une super game, c'était incroyable, on a trop bien joué, c'était incroyable ». Du coup, qu'on puisse avoir une réaction des parents qui disent « bravo, on est fiers de toi, maintenant on va faire tes devoirs », parce que du coup, dès le moment où on acquiert cette valorisation ici, on a moins besoin d'investir le jeu. Je reprends l'exemple de Billy, et là je suis désolé, mais je vais vous spoiler la fin du film. À la fin du film, on a une séquence dans laquelle Billy est adulte et il se lance dans son premier spectacle en tant que danseur. Et au moment d'entrer sur scène, il voit que son père est dans la salle. Et c'est ce qui fait que la fin du film est bouleversante. Mais ce qui est important, c'est que pendant tout le film, son père le désapprouve complètement. Et à la fin, il vient voir son spectacle et enfin, il obtient une reconnaissance. Là, dans l'extrait qu'on vient de voir, on ne l'entend pas bien, mais il y a des petits applaudissements. Ces applaudissements, ce sont ceux du copain d'un pote de Billy qui l'encourage pendant tout le film, qui va le soutenir, qui va l'encourager à aller jusqu'au bout. Et justement, ces applaudissements, c'est ça. C'est vas-y, lâche pas, tiens bon. C'est ça qui va lui permettre d'aller jusqu'au bout de son rêve. Et ça, c'est très représentatif de ce qui se passe aussi dans les familles. C'est-à-dire que tous les ados du monde, en tout cas de notre monde ici, vont vous dire oh, la vie de mes parents, ça m'est égal, je m'en fous. Ce qui est important, c'est les copains. Et ça, c'est ce qu'ils diront. Mais au fond, la valorisation qui vient de la part des parents, elle a toujours plus de poids que celle qui vient de la part des copains. C'est exactement ce qui se passe dans le film. Même s'il y a le pote qui le suit tout du long, c'est le fait qu'à la fin, il y a le père qui soit présent qui fait toute la différence. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'actuellement, cette valorisation, on a du mal à l'atteindre, vu que si les parents ne sont pas joueurs eux-mêmes ou qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait sur l'écran, bah, du coup, ça devient hyper difficile pour eux de légitimer quoi que ce soit, ce qui est complètement compréhensible. C'est comme le père de Billy qu'on vient de voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, l'ado, il retourne dans le jeu, parce que dans le jeu, il y a ses potes qui vont lui dire « ta dernière game, elle était incroyable, allez, on en fait une ». Et du coup, on reste dans un cycle
de jeu avec les copains qui vont valoriser ce que lui est en train de faire. Donc le but, c'est d'essayer de casser cette boucle. C'est de créer d'autres espaces que celui du jeu, dans lequel on va pouvoir parler de jeux vidéo, de réseaux sociaux, de ce qui se passe sur l'écran. Parce que plus on va être capable de mettre des mots sur ce qui se passe quand on joue, plus on va être capable d'apprendre à prendre du recul, justement. Typiquement, cet après-midi, j'étais dans une école en Valais, où on a parlé de toutes ces choses-là, et puis justement, j'aurais demandé, vous jouez à quoi, racontez-moi, etc. Et certains ont dit, mais c'est un peu bizarre, d'habitude ça se fait pas, parler de jeux vidéo à l'école, c'est un peu bizarre. Ils parlaient surtout de jeux vidéo avec des adultes, c'est encore plus bizarre. Donc plus on va créer des espaces dans lesquels ces ados vont comprendre que quand ils jouent, il y a des émotions, il se passe des trucs, et ils peuvent mettre des mots sur ces émotions-là, plus ils vont comprendre ça, plus ils vont être capables de prendre du recul. Ça, c'est un concept qui est basé sur ce qu'on appelle la thérapie narrative, c'est-à-dire de raconter des choses qui nous sont arrivées. C'est très utile, par exemple, dans le traitement des traumatismes. C'est quand on amène les gens à raconter ce qu'ils ont, quand ils ont vécu un traumatisme, le fait de mettre des mots sur ce qui s'est passé leur permet de prendre de la distance et d'être moins choqués par ce traumatisme-là. Alors là, on ne parle pas forcément de traumatisme, mais par contre, mettre des mots sur les émotions qu'on a vécues pendant qu'on jouait, se rendre compte qu'il y a des émotions qui se déroulent pendant qu'on joue, c'est une manière aussi de prendre la distance et de repérer avant que ça devienne vraiment problématique. Là, je vous parle pas mal d'enfants et d'ados parce que je vous ai dit c'est les populations avec lesquelles on travaille le plus, parce que les vrais problèmes finalement arrivent à l'âge adulte. C'est là où ça devient vraiment compliqué. Et le gros problème, c'est que les adultes qui sont dans des situations excessives sont des adultes qui sont invisibles. On n'a pas accès à ces adultes-là. Parce qu'il n'y a plus les parents pour les prendre par l'oreille en disant maintenant on va voir un psy. Donc du coup, on a tout intérêt à travailler avec les enfants et les ados pour les préparer petit à petit à être des utilisateurs responsables et éviter ces questions d'hyperconnectivité. Le problème, c'est que justement, si maintenant on pose un diagnostic d'addiction, ça va être encore pire. Parce que actuellement, les discussions dans une famille, elles sont déjà très complexes. Les enfants et les ados ont pris le réflexe de se dire, quand on parle d'écran, ça va mal finir. Parce que quand on parle d'écran, généralement, c'est un moment où on s'embrouille. C'est des moments où il faut aller à l'école, il faut aller au lit, il faut passer à table, etc. Donc, écran égale synonyme d'embrouille. Donc, du coup, il faut leur apprendre qu'en fait, on peut en parler d'une autre manière. Et pour illustrer ça, il y a un exemple qui marche très bien, c'est, je demande à des parents, je leur montre une séquence de Fortnite et je leur demande de me raconter ce qu'ils ont vu. Et je montre la même séquence aux enfants et je peux aussi raconter moi ce que vous avez vu. Et les parents qui ne sont pas forcément joueurs, forcément ce qu'ils vont voir, c'est là. C'est le premier truc qui nous saute aux yeux, c'est on se tire dessus. Et du coup, leur réflexe va être de dire c'est un jeu violent, on fait que de se tirer dessus. Et ils n'auront pas tout tort, c'est-à-dire que oui, c'est un jeu où on se tire dessus, oui, il y a une forme de violence, oui, il y a une arme, et c'est encore heureux, un réflexe humain, que quand il y a une arme en gros plan sur un écran, on se sent interpellé. Par contre, les joueurs, eux, ils vont parler de tout le reste. Et généralement, les enfants me disent « Ah, alors c'est une séquence qui vient de la première saison, parce que c'est les textures de la première saison. Les armes, elles ont changé. Ah, c'est un Bambi parce qu'il a le costume de base. » Ils vont sortir plein d'éléments plutôt issus du gameplay, plutôt que de l'aspect violence. Et ça met bien en évidence le fait que quand on est spectateur et quand on est joueur, on n'a pas du tout la même expérience face au gameplay. Le spectateur, lui, forcément, il va se focaliser sur l'arme, parce que c'est le premier truc qui lui saute aux yeux. Et surtout, il y a tellement d'informations sur l'écran que le spectateur ne sait pas où porter son attention. Donc il va éliminer le reste, il va se focaliser que sur ce qui attire son attention. Tandis que le joueur, lui, sait que toutes ces informations-là, ici, il n'en a pas besoin constamment. Il va aller les chercher quand il en a besoin. Quand il veut savoir une information, il va orienter son regard vers cette information-là. Donc ce que j'observe, c'est qu'on a deux expériences complètement différentes. Et le joueur, au final, l'arme, il ne la voit même pas. Parce que l'arme, d'un point de vue du gameplay, elle n'a aucune importance. Éventuellement, elle a différentes utilités, différentes fonctions pour abattre la cible, ok, mais l'arme elle-même, c'est pas ça qui est important, c'est tout l'entourage du gameplay. Donc ce que ça met en évidence, c'est que d'un côté, on a des parents qui vont se focaliser sur la question de l'arme, et ils auront raison, parce que cette arme, elle est présente, oui, il y a une forme de violence dans Fortnite, mais du coup, de l'autre côté, on va avoir les enfants qui sont focalisés, eux, sur le gameplay, et on n'arrive pas du tout à communiquer parce qu'on n'est pas sur le même niveau de communication. Donc l'idée, c'est de créer des espaces dans lesquels on va discuter. L'idée, c'est de trouver un juste milieu où on peut pousser les parents à aller s'intéresser à ce qui se passe dans le jeu,
Et de l'autre côté, on peut pousser les enfants et les ados à aller raconter ce qui se passe dans un jeu. Et ça, c'est hyper difficile. Moi, je fais souvent l'exercice de demander à un ado, je lui dis, raconte-moi un jeu vidéo comme si j'avais jamais joué de ma vie, comme si je ne connaissais pas du tout ça. Et ça part tout de suite sur, ouais, il faut sauter sur le machin avec le champignon, et puis, ok, oh, on se calme. C'est quoi le but du jeu? C'est quoi l'objectif? Ah ouais, ok, c'est d'aller au bout du niveau, d'accord. Là, je lui dis, bah, alors c'est quoi comment ça fonctionne? Comment on fait pour aller au bout du niveau? Ah, ben, il faut appuyer sur les boutons. Ok, c'est quoi, ils sont où ces boutons? Ils sont sur la manette. Là, je dis, mais c'est quoi la manette? Là, généralement, ils me disent, monsieur, vous le faites exprès. Je dis, oui, effectivement, je le fais exprès. Parce que l'idée, c'est qu'ils se rendent compte que pour eux, c'est hyper intuitif. Ils prennent la manette, ils y vont direct. Et s'il y a des joueurs parmi vous, vous le savez très bien, d'un jeu à l'autre, les boutons, généralement, ils servent plus ou moins aux mêmes actions. Donc, ils oublient qu'ils doivent parler à des gens qui n'ont pas la manette dans les mains et probablement qui n'ont encore moins l'écran devant les yeux. Donc, si vous racontez ce qu'il y a sur cette image à quelqu'un qui n'a pas l'image sous les yeux, il va vous prendre pour un fou. Par contre, si vous expliquez clairement à un niveau narratif ce qui est en train de se passer, là, du coup, on arrive à trouver un accordage. Et puis, mon but, c'est aussi de légitimer les parents dans leur rôle parental, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas peur de dire au bout d'un moment de poser des limites, mais que ce ne soit pas la seule mesure. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est légitime en tant que parent pour dire bah, ça, là, stop, on arrête, on pose des limites, ça va trop loin. Mais forcément, si on essaie d'enlever un téléphone à un ado, ben, ça ressemble plus à ça, il faut se préparer au cataclysme qui vient derrière, et puis ne pas oublier qu'en fait, oui, il y a une tempête, il y a une crise, mais il ne faut pas avoir peur de la traverser, parce que derrière, c'est comme ça qu'on va apprendre à ces ados à être des utilisateurs responsables. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une responsabilité qu'on a en tant qu'adulte, en tant que parent, mais assez aussi, finalement en tant que citoyen, et puis surtout quand on est versé dans l'aspect de la technologie, aussi de se dire comment on transmet ces infos, comment on apprend aux plus jeunes à s'en servir et à réfléchir à ce qu'il y a sur l'écran. Donc le conseil que je donne souvent aux parents, c'est faites équipe. C'est-à-dire quand vous avez un enfant qui dit « je suis le seul à ne pas avoir de smartphone, je suis le seul à ne pas pouvoir jouer à Fortnite », ben c'est probablement pas vrai. Déjà, il ne faut pas oublier qu'on a tous utilisé cet argument quand on était ado. De dire « ah, je suis le seul de la classe qui n'a pas ça ». Et de se dire que ben, en mettant en contact les parents entre eux, ils vont se rendre compte que les autres parents ont les mêmes difficultés. Et donc du coup, ils seront aussi plus légitimes pour poser des limites. Ah, vous avez privé pendant une semaine, ok, ben, on peut faire la même chose, par exemple. Moi, ce que je conseille, c'est de dire oui, à un moment donné, on peut dire stop, mais il ne faut pas que ce soit la seule mesure. Il faut profiter de ce moment où on n'a pas d'écran, où on n'a pas de téléphone portable, de jeux vidéo, pour faire d'autres choses, pour proposer d'autres alternatives, et puis de questionner, bah, ça fait quoi de ne pas avoir son téléphone? Qu'est-ce qu'on aimerait faire qu'on ne peut pas faire? Comment on pourrait le faire autrement? Et puis, je vais m'arrêter là avec cette idée que, en fait, pour moi, ce qui se passe sur l'écran, c'est hyper intéressant, c'est hyper instructif, c'est un terrain d'exploration fascinant. Ce qui se passe, ce qui fait qu'un joueur investit un jeu plutôt qu'un autre, ou un réseau social plutôt qu'un autre, c'est hyper intéressant. Mais dans une situation d'excès, le téléphone ou l'écran, c'est jamais le problème lui-même, c'est toujours le symptôme de quelque chose d'autre qui dysfonctionne. Et si on se contente d'enlever le téléphone, ben on aura résolu une partie du problème, mais on aura surtout effacé le symptôme. Il faut surtout se questionner ce qui se passe chez l'individu et dans son contexte, parce qu'il y a forcément d'autres éléments dont il faut pouvoir tenir compte aussi. Et comme je vous dis, je vous parle beaucoup d'enfants et d'ados, mais quand je travaille avec des adultes, c'est la même chose. Un adulte qui est au bord du burn-out, qui ne comprend pas ce qu'il doit faire dans son job, ça n'a plus de sens pour lui, et il est épuisé, bah, le soir il peut rentrer à la maison et puis être chasseur de dragons, bah, c'est nettement plus intéressant, nettement plus motivant. Donc c'est les mêmes choses, c'est de vous questionner, vous faites quoi dans ce jeu, comment vous l'utilisez, et de dire ah ok, c'est ça que les gens sont en train de chercher dans le jeu, donc on peut proposer d'autres alternatives qui font appel au même mécanisme. Et puis, voilà, du coup, je vais m'arrêter là, comme ça, je suis dans les temps. Si vous avez des questions, je réponds volontiers. Oui, je me lance, merci, très intéressant. Par contre, il y a quelque chose qui m'a interpellé au tout début, parce que quelle différence vous faites entre le fait que cette hyperconnectivité n'est pas une maladie, mais une souffrance? Oui. Quelle différence entre souffrance et maladie? En fait, c'est vraiment au niveau de la catégorisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, les familles qui arrivent chez moi, on a des parents qui sont très inquiets et on a des ados qui viennent avec les bras croisés en disant mais moi je suis pas malade, je suis pas addict, j'ai pas besoin d'être là. Ils me disent aussi
moi je dois venir chez un psy, mais maman elle est sur Facebook toute la soirée et personne ne lui dit rien. Et en fait, ils n'ont pas envie d'entrer là-dedans parce qu'ils disent, mais moi je veux pas qu'on me dise que je suis malade. Par contre, dès le moment où on dit, ben, personne n'est malade ici, par contre, il y a une souffrance, les parents sont en souffrance parce qu'ils en ont marre d'appeler 25 fois leurs enfants pour venir à table, cette souffrance-là, elle me suffit pour travailler avec la situation. Et l'idée, c'est qu'on déplace un peu le focus, et là, les bras des ados, ils se décroisent, et on arrive à travailler beaucoup plus facilement. J'ai des collègues qui sont qui travaillent plus dans une approche médicale, et eux me disent qu'ils ont 1012 peines à faire venir les ados en thérapie. Et les collègues qui, eux, travaillent plutôt avec l'approche souffrance plutôt que maladie, on voit qu'on arrive beaucoup mieux à travailler avec tout le monde. On est moins dans une étiquette qu'on colle et puis qu'on classifie. Est-ce que ça répond à votre question? Tout à fait, merci. Oui. Et beaucoup parlé des jeux, mais un sujet que je vois aussi dans les systèmes numériques, c'est les systèmes qui font tout à urgent. Oui. WhatsApp, par exemple, qui est vraiment design pour ça. C'est un point que vous voyez dans vos patients régulièrement. Oui, oui, oui. L'idée, c'est il y a clairement un apprentissage à faire. Clairement, il faut leur apprendre qu'il n'y aurait pas besoin de répondre au message tout de suite. D'ailleurs, nous aussi, on peut aussi faire ça, petite parenthèse, je le vois dans les thérapies de couple, où c'est dévastateur. Le message assassin, ah, je vais répondre tout de suite, ah ouais, bah tiens, et puis non, ça fait encore plus de dégâts. Vous recevez un message, ok, vous posez une attelle, vous réfléchissez, et puis après, on répond. Donc avec les ados, c'est la même chose. C'est vraiment leur apprendre que il y a des choses qu'on va rater, qu'on peut y répondre plus tard. C'est en fait, c'est la force et la faiblesse en même temps. Par exemple, quand ils disent, mais si je regarde pas tous les vidéos YouTube auxquelles je suis abonné, je vais rater des trucs. Ouais, mais demain, ils seront encore là. Donc oui, il y a une forme d'immédiateté, mais on a aussi la chance de pouvoir les consulter plus tard. Donc ça fait partie des apprentissages qui prennent du temps. Hein. Et ce que je n'ai pas dit encore, c'est que la zone du cerveau qui nous permet de prendre ce recul-là, qui permet de dire tiens, c'est minuit, demain je serai crevé si je ne vais pas au lit, ou ne répondre pas trop rapidement au message, ça vient du cortex préfrontal qui est la dernière zone du cerveau à se développer. Le cerveau finit de se développer à 25 ans. Donc d'attendre que des enfants et des ados soient capables de s'autogérer, c'est illusoire. Par contre, ils peuvent apprendre petit à petit, mais ça prend du temps. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. On a beaucoup parlé là de jeux vidéo justement aussi, puis un peu moins des réseaux sociaux. Oui. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a d'autres dynamiques, oui. Notamment dans les jeux vidéo, on parle beaucoup de reward, tout le monde les félicite beaucoup. Dans les sociaux, c'est moins forcément le cas. Il y a des grosses punitions aussi, je pense. Et puis, notamment dans les écoles, moi je m'imagine beaucoup de problèmes qui se déplacent, ou bien qui continuent après la cour d'école. Oui. Je me demandais un peu simplement l'approche, elle est probablement un petit peu différente pour soigner. Oui, exactement. En fait, c'est pas si différent que ça, parce que les récompenses, elles sont explicites de la même manière. C'est-à-dire quand vous postez un truc sur les réseaux sociaux, puis vous avez des likes ou des commentaires, c'est une manière de se sentir récompensé aussi. C'est là où on sait que ça demande des efforts, parce que si on fait que de poster des vidéos ou des photos, elles n'ont pas toutes des likes. Ça, c'est le côté positif du réseau social. Voilà, c'est l'aspect. Là, il y a reward. C'est ça, l'aspect récompense, exactement. Et après, alors l'aspect à l'inverse, qui est la punition, entre guillemets, c'est-à-dire un commentaire assassin ou du harcèlement, etc. Alors ça, clairement, c'est le côté plus nocif. Mais pour moi, là, on n'est plus dans une question d'usage excessif. On est dans une question de cyberharcèlement sur lesquels je travaille aussi. Mais à ce moment-là, c'est une question d'apprentissage à la communication, de savoir qu'il y a des choses qu'on poste qui sont adaptées ou pas, des réponses qui sont adaptées ou pas, et puis de travailler sur comment on reçoit ces commentaires-là. Ça apprendre à prendre du recul. En fait. Exactement, c'est ça. Et ça passe aussi par un apprentissage que les réseaux sociaux ne sont pas la réalité, mais c'est toujours une mise en scène. On peut travailler sur cette mise en scène aussi. Typiquement, les ados qui se prennent beaucoup en selfie, et on leur dit « Ah, ces ados, ils sont narcissiques ». Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Alors déjà, les adultes font pareil, mais pas moi. Mais je ne suis pas d'accord avec cette idée de narcissisme, parce que l'idée, c'est pas le narcissisme, c'est être amoureux de soi-même dans les grandes lignes. Là, notamment les ados, ils ne se prennent pas en photo et ils ne regardent pas leur propre photo pendant des heures en disant « Ah, qu'est-ce que je suis beau ». Non, ils prennent une photo, puis ensuite ils la postent. Ils cherchent le contact, ils cherchent l'interaction. Quand on poste quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est une manière de dire « Hey, interagissez avec moi ». Pas forcément « Dites-moi que je suis beau », mais commentez, dites un truc, interagissons. Et c'est ça où on peut travailler la notion du lien. De dire « Ok, on comprend que ce lien il est important pour eux, mais maintenant on peut leur proposer d'autres alternatives ». Ça répond à votre question. C'était pas une vraie question. D'accord. C'est très vaste.